Il est 23h, bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce vendredi. Le délégué général à la paix et à la sécurité de l'UEMOA, l'Union économique monétaire ouest-africaine, Paul Robert Tiandré-Bayoko, séjourne à Abidjan, a venu solliciter l'accompagnement du gouvernement ivoirien dans la gestion des ressources transfrontalières. Il a été reçu en audience par le Premier ministre Patrick Achi. La Côte d'Ivoire enregistre sa troisième vague de contamination à la Covid. Le non-respect des mesures barrières serait à l'origine de cette hausse des cas de contamination. Le comité de veille, au cours d'un point de presse de hier jeudi, interpelle. À suivre dans cette édition le point de notre reporter Salima Toudia. L'actualité, c'est également cette proposition faite par la Côte d'Ivoire ce vendredi au cours de la 11e journée du 27e congrès de l'UPU, l'Union postale universelle. Proposition qui a porté sur la tenue ou non d'un congrès à l'UPU à mi-terme permanent, c'est-à-dire tous les 2 ans. On en parle également dans cette édition. Voilà pour l'essentiel. Bonsoir à tous. Le délégué général à la paix et à la sécurité de l'UEMOA, l'Union économique monétaire ouest-africaine, Paul Robert Tiandré-Bayoko, nous le disions à l'instant, séjourne à Abidjan, a venu solliciter l'accompagnement du gouvernement ivoirien dans la gestion des ressources transfrontalières. Il a été reçu en audience par le Premier ministre Patrick Achi. Le point de cette audience avec Alexis Ouedraogo. Le délégué général à la paix et à la sécurité de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine était ce vendredi à la primature. Paul Robert Tiandré-Bayoko est venu solliciter l'appui du gouvernement ivoirien. Notre mission se situe dans le cadre d'une rencontre que la Commission de l'UEMOA organise au mois d'octobre à Korogo. Ce sont des concertations transfrontalières et étant donné que nous serons à Korogo, nous avons souhaité venir nous présenter au Premier ministre, lui présenter l'activité qui va consister donc en des échanges autour de la problématique de la gestion des ressources naturelles au niveau des zones frontalières pour que la paix puisse régner au niveau de ces zones-là, pour que nous puissions consacrer nos efforts, nos ressources au développement. Une rencontre de concertation est d'ailleurs prévue en octobre prochain à Korogo autour de la gestion des ressources naturelles au niveau des dites zones transfrontalières. Quittant les parvis de la primature, dans le fil de l'actualité, aucun nouveau cas positif de maladie à virus Ebola détecté en Côte d'Ivoire à la date du jeudi 19 août, hier donc. Contrairement à une information qui a circulé dans certains médias, ce ne sont pas 49 nouveaux malades, mais plutôt 49 cas contacts de la malade qui ont été identifiés, retrouvés en Guinée. Plus de 800 cas contacts ont d'ailleurs été vaccinés. Salima Toudia. Suite à une information diffusée et relayée par les médias internationaux faisant état de 49 cas positifs en Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé apporte un démenti. 49 cas contacts identifiés en Guinée. Il s'agit bien donc de la Guinée, puisque ce matin on a fait une réunion avec la Guinée, qui après avoir reçu le rapport d'investigation mené par la Côte d'Ivoire, a commencé à faire des recherches à leur niveau et ils avaient identifié 49 cas contacts au niveau de la famille de la maladie. L'Organisation mondiale de la santé, citée comme source par ces médias, apporte des éclaircissements. Le ministre de la Santé de la Guinée a fait un aperçu, la réponse qui est faite actuellement en Guinée en ce qui concerne ce cas de Ebola. Et quand on dit cas contact, ça ne veut pas dire des cas positifs. Ce sont des cas qui sont proches du patient. C'est la famille, elle a vécu avec un certain nombre de personnes. Ils vont nous permettre justement de les observer pendant un certain temps pour voir s'il n'y a pas de signes. Il a parlé aussi des actions qui sont menées à Zéro Corée. Et sur tous les trajets, il a même donné les itinéraires sur tous les trajets en Guinée. Les actions sont en train d'être prises. Ce qui est rassurant, ce que le ministre de la Santé de la Guinée nous a dit, c'est que la vaccination est en cours dans ces endroits-là. Du côté de la Côte d'Ivoire, 828 cas contacts ont été vaccinés ce jeudi. 65% de ces personnes, à peu près 532, sont des personnels soignants. Les autorités sanitaires ont misé sur la collaboration avec les leaders communautaires et religieux, ce qui a permis de retrouver des cas contacts directs. Ce suivi des cas contacts en utilisant cette stratégie prônée par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique nous a permis de retrouver 6 cas contacts qui étaient directement avec la patiente dans le cas. 3 à Dieucoué et 3 à San Pedro.
il y a 33 contacts de ces cas contacts. 33 à Duékoué, nous sommes en train d'affiner ceux de San Pedro. On estime à 30 cas contacts de ces cas contacts feront l'objet donc d'une vaccination. Le suivi des cas contacts se poursuit. Et pour ce qui concerne la Covid-19, chaque jour de nouveaux cas de contamination sont enregistrés. Suivons ensemble l'évolution de la maladie en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce vendredi 20 août 2021 311 nouveaux cas de Covid-19 sur 3575 échantillons prélevés, soit 8,7% de cas positifs, 180 guéris et 7 décès. À la date donc du 20 août 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 53 247 cas confirmés, dont 51 998 personnes guéries, 380 décès et 869 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 855 738. Le 19 août, 10 732 doses de vaccins contre la Covid-19 ont été administrées, soit un total de 1 264 058 doses administrées. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19, qui, rappelons-le, est gratuite et volontaire. Et justement, pour rester dans cette actualité, 311 nouveaux cas de Covid-19, rien que pour la journée d'aujourd'hui. Les chiffres connaissent une hausse ces 2 dernières semaines. Cela est une évidence. La Côte d'Ivoire enregistre sa 3e vague de contamination à la Covid-19. Le non-respect des mesures barrières serait à l'origine de cette hausse des cas de contamination. Le comité de veille, au cours d'un point de presse tenu hier, jeudi, interpelle. Salimatou Dia. La Côte d'Ivoire est à nouveau face à une vague de contamination de la maladie à coronavirus. Nous sommes dans une 3e vague qui nous surprend, si vous voulez, par l'ampleur des cas hospitaliers. On n'est pas particulièrement effrayé parce qu'on a la capacité de prise en charge. Ce qui est frappant et qui est important à signaler, c'est que la majorité des cas que nous avons dans nos services et 100% des décédés, ce sont des personnes non vaccinées. Je crois qu'il est important de le souligner que la mortalité survient chez des personnes non vaccinées. Un appel à la vaccination est encore lancé. Les populations sont invitées à faire leur test en cas d'apparition de symptômes. Ce qui est important, c'est l'itinéraire thérapeutique de ces patients. Ils arrivent après 6 ou 7 jours dans les services de prise en charge publics ou privés. Après un parcours de 7 jours, ils ont pensé traiter un paludisme ou une grippe. Nous sommes en train de mettre à la disposition de toutes les structures sanitaires des tests de diagnostic rapides, antigéniques, pour vite identifier la maladie. Ce n'est pas une honte d'être infecté d'avoir une maladie à Covid-19. Il ne faut pas avoir peur d'aller dans les sites de prise en charge. Devant toute fièvre aujourd'hui, dans ce contexte épidémique, il faut faire le... 1 500 000 doses de vaccins Pfizer seront réceptionnées ce vendredi en sol ivoirien. Et ce qu'il convient également de savoir sur la maladie, c'est qu'aux Antilles, la Covid-19 continue de faire des victimes. Les hôpitaux sont saturés. Il n'y a presque plus de lits pour accueillir les malades. En Guadeloupe, par exemple, les 2 hôpitaux principaux sont saturés ou sur le point de l'être. L'on enregistre entre 15 et 20 morts par jour du Covid-19. Les hôpitaux donc sont saturés et continuent de bénéficier de renforts en termes de matériel et de soignants en provenance de la métropole. Toujours concernant la Covid-19, cette maladie qui n'épargne aucun champ d'intérêt, même le business florissant des objets souvenirs qui avaient trouvé grâce aux yeux des visiteurs de la ville de Lourdes en France, fait les frais de la maladie. Dans les faits, les prières formulées par les pèlerins n'ont hélas pas encore eu d'effet protecteur sur les commerces et autres activités créées autour du pèlerinage. Ce n'est plus la même affluence, baisse du chiffre d'affaires, ce qui n'est pas du goût des opérateurs économiques. Comment ceux-ci arrivent tout de même à tenir la route malgré la situation de pandémie? Réponse avec nos reporters Psyphora Zegui et Sam Conan. Chapelet, statuette à l'effigie de la Vierge Marie, crucifix, médaille, boule de neige, tasse à l'effigie de Lourdes. À Lourdes, depuis 1911, les produits dérivés jalonnent l'arrivée au sanctuaire. Un business qui était juteux pour la centaine de commerçants de la cité mariale avant l'arrivée de la Covid-19.
Lourdes reçoit en moyenne 3 millions de pèlerins chaque année. Les acheteurs potentiels de gadgets qui se font désormais rares dans les rues de cette petite ville de France. Une énorme perte que déplorent les commerçants. La situation est compliquée, on travaille très peu, on n'a pas beaucoup, on n'a aucun étranger qui vienne. On a uniquement que du passage, des touristes, quelques pèlerins, donc c'est vrai que c'est assez compliqué. 25% du chiffre d'affaires, donc c'est très compliqué pour tout le monde. On n'a pas pu embaucher tout le monde. Une situation assez triste et pour nous ainsi que pour tous les pèlerins qui viennent à Lourdes. En 160 années d'existence, c'est la première fois que le sanctuaire de Lourdes accueille moins de 3 millions de pèlerins. Une situation qui a impacté négativement les activités du sanctuaire. Même si les pèlerinages présents sont plus petits que d'habitude, ils sont moins nombreux, mais ils sont malgré tout présents. Donc pour nous, c'est vraiment un signe d'espérance pour la suite. Du côté des visiteurs, on est heureux qu'il y ait encore des boutiques ouvertes pour ramener des souvenirs. Je viens dans cette boutique pour acheter des objets de piété, pour les amener à mon entourage et tout, à ma famille, etc. Souvenir, ça fait toujours du bien. Dans la deuxième ville hôtelière de France après Paris, on garde toujours l'espoir. C'est signe d'espoir. Si la Côte d'Ivoire arrive jusqu'à Lourdes, ça veut dire que beaucoup d'autres peuvent arriver jusqu'à Lourdes et on est sur un redémarrage. À Lourdes, les commerçants ont dû baisser les rideaux pendant au moins 7 mois. Ici comme ailleurs, le tourisme est en train de se réinventer face à la Covid-19. Voilà, et malgré cette situation, il faut continuer de prier. C'est ce que font les pèlerins à Lourdes. Ici, en Côte d'Ivoire, l'actualité, c'est aussi l'expression de la reconnaissance de l'évêque de Bouaké, Jacques Asanvo Aïwa, évêque auxiliaire de l'archidiocèse métropolitain de Bouaké, au président de la République Alassane Ouattara. Au cours de la célébration de sa nomination à ce poste d'évêque auxiliaire, il avait reçu d'importants présents du chef de l'État. Accompagné de ses confrères, il est allé au siège du CESEC traduire ses remerciements au président du conseil régional du Sud Comoé, du CESEC et du comité d'organisation de cette célébration, Eugène Akawele. Sidonie Davila. Une forte délégation composée de prêtres et du représentant du roi du Saint-Louis chez le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC. Avec à sa tête le premier évêque du Saint-Louis, cette délégation est venue dire toute la reconnaissance du peuple du Saint-Louis dans le Sud Comoé au président de la République. Le président de la région du Sud Comoé et Sanvi, fils du Sanvi, qui pilotait toute l'organisation, nous a fait part de l'expression de la générosité du chef de l'État en offrant cette belle voiture pour ma mission, ainsi que les moyens insubstantiels pour accompagner cette même mission dans le Baké et le Ifou. Alors il était bien que nous puissions venir remercier le chef de l'État. Nous prions Dieu que toutes les générosités exprimées puissent apporter aux uns et aux autres les grâces nécessaires en retour. Une enveloppe pour remercier le président m'a été remise par Monseigneur. Nous nous ferons fort d'être un homme de mission et transmettre au nom du Saint-Louis, au nom, je dirais même, de tout le Sud Comoé, cette enveloppe venant de Monseigneur qui est certainement une enveloppe, je dirais, dictée par le diocèse de Grand Bassam. Tout ça, nous allons remettre cette enveloppe à son destinataire. Monseigneur Jacques Asanvo Aïwa est le nouvel évêque auxiliaire de l'archidiocèse métropolitain de Bouaké. Ancien membre du clergé de Grand Bassam, il a été nommé le 5 mai 2020 par le Saint-Père. Toute autre chose à présent, par exemple cette proposition faite par la Côte d'Ivoire ce vendredi au cours de la 11e journée du 27e congrès de l'UPU, l'Union postale universelle. Proposition qui a porté sur la tenue ou non d'un congrès de l'UPU à mi-terme permanent, c'est-à-dire tous les 2 ans. Le sujet était au cœur des échanges, selon notre reporter, Cheikh Koné. C'est la task force présidée par la Côte d'Ivoire depuis les congrès extraordinaires de 2018 et 2019 qui a conduit les débats à cette 11e journée. Ce groupe de réflexion chargé d'étudier le mode de travail et de fonctionnement de l'UPU a fait la proposition de l'organisation d'un congrès à mi-terme permanent de l'institution, ce qui aura l'avantage de raccourcir la période de 4 ans prévue statutairement pour la tenue d'un congrès
Et ce, pour évaluer la mise en œuvre des recommandations à chaque assise. Dans les questionnaires de 2018, 46% des répondants soutenaient la tenue d'un congrès à mi-terme permanent et avaient indiqué que leur attente avait été satisfaite par le congrès extraordinaire de 2018. L'évaluation des résultats du congrès extraordinaire de 2019 a confirmé cette tendance en démontrant que ce congrès était une réussite. Sur la base de ces contributions, les avis semblent favorables à ce que le congrès à mi-terme devienne un élément permanent avec des attributions fixes. La Côte d'Ivoire et plusieurs autres pays membres ont défendu cette proposition d'ailleurs rejetée par un autre groupe de pays membres qui évoque des contraintes de logistique et de financement. Tous ces aspects ne devraient pas empêcher la faisabilité du projet, ont rétorqué les pays favorables à l'option du mi-terme permanent. Toutefois, si le congrès à mi-terme est adopté comme un élément permanent, les aspects ci-après doivent être davantage clarifiés. Le lieu du congrès à mi-terme permanent doit-il être fixé sur la base d'une rotation entre les pays hôtes, comme cela est actuellement le cas pour les congrès ordinaires, ou la Suisse doit-elle être considérée comme l'hôte permanent? Financement stable. Le congrès à mi-terme doit-il être financé par le budget ordinaire ou par le biais d'une contribution volontaire d'un pays hôte, comme cela est actuellement le cas pour les congrès ordinaires? À la fin des échanges, les pays membres se sont alignés sur la proposition de la Côte d'Ivoire. Cependant, le caractère permanent du congrès à mi-terme a été rejeté. La 12e journée du 27e congrès sera consacrée à une visite des atouts touristiques de la Côte d'Ivoire ce samedi. Le compte-rendu signé Cheikh Koné. Ce qu'il convient également de savoir, c'est que le ministre de l'intégration africaine et de la diaspora a effectué une visite de travail au Conseil de l'Entente. Alcide Djidji est allé échanger avec le secrétaire exécutif de l'institution sur ses domaines d'intervention et affirmer l'appui du gouvernement ivoirien dans la mise en œuvre de ces projets, des projets de financement et d'appui aux jeunes entrepreneurs. Des actions qui vont contribuer à la visibilité et au dynamisme de cet outil de diplomatie comme voulu par les chefs d'État des pays membres depuis 2012. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec notre reporter Laure Goretti. Lutte contre les accidents de la circulation. Plus de 200 chauffeurs de minicars, communément appelés BACA, ont une rencontre avec le ministre des Transports, Amadou Koné. Le ministre leur a rappelé que les hors-la-loi sur nos routes seront davantage traqués, ceci afin de tourner la triste page des accidents de la route. Ils se sont à leur tour engagés à respecter les mesures de sécurité. Le résumé de cette rencontre avec Dangui Dangui. Ce sont plus de 200 chauffeurs de minicars, appelés communément BACA, qui ont échangé avec le ministre des Transports à leur demande ce mercredi au plateau. La projection d'un film en témoignage d'une rescapée d'un accident de la circulation mortel à cette occasion a marqué la rencontre, aussi bien que les chauffeurs de BACA présents. Même ici, un chauffeur. Tout à l'heure, on a suivi une vidéo, la dame a parlé, en parlant même moi-même, j'ai coulé l'âme. Je me suis mis à sa place, vous voyez. Donc, il faudrait qu'on prenne des mesures pour ça. Nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire de nous aider. Si les chauffeurs sont bien encadrés, vous allez voir que non, l'accident va beaucoup diminuer. Face aux chauffeurs de BACA, le ministre des Transports a exprimé la ferme volonté du gouvernement de tourner la page des hors-la-loi sur les routes. On ne peut pas être des hors-la-loi. On ne peut pas décider parce qu'on a des conditions difficiles de travail, parce qu'on doit faire des recettes qui sont attendues par le patron. On ne peut pas, parce qu'il y a ces contraintes, dire qu'on fait ce qu'on veut sur la route. On va appliquer la loi. Amadou Koné assure que le gouvernement a les moyens d'atteindre ses objectifs fixés dans le cadre de sa stratégie de sécurité routière. On a aujourd'hui les moyens, quand vous êtes dans la circulation, de savoir qui est en train de téléphoner au volant. On a les moyens de savoir qui est en train de conduire, et puis les feux arrière, la nuit, là, ne marchent pas. On a les moyens de savoir. On a les moyens de savoir qui n'a pas porté la ceinture de sécurité. Les données de la phase pilote de la visio-verbalisation révèlent entre autres que 98% des infractions concernent les excès de vitesse.
60% de ces infractions n'ont pu être notifiées aux propriétaires des véhicules concernés pour cause d'immatriculation défectueuse. Et engageons-nous à présent sur des chemins moins dangereux et qui font surtout plaisir aux bourses les plus légères. Après la première période des soldes qui a eu lieu en mars dernier, la deuxième période a commencé depuis le 10 août et se poursuit jusqu'au 31 août 2021. Dans ce cadre, eh bien, le directeur du commerce intérieur est descendu sur le terrain ce vendredi dans 2 communes du district d'Abidjan pour s'assurer que les prix sont bas dans les magasins. Il appelle les Ivoiriens à saisir l'occasion de cette deuxième période des soldes pour faire de bonnes affaires. Le point de cette visite terrain avec Dangui Dangui. Dans cette grande surface de la commune de Yopougon, Mme Thiemile et ses enfants profitent de la deuxième période des soldes qui a commencé le 10 de ce mois pour s'achever le 31 août prochain. On profite, en même temps on fait des courses. Si on tombe dans les soldes, si on a quelque chose qui nous plaît, on achète. Ce responsable d'organisation de consommateurs que nous avons rencontré salue la baisse des prix en cette période et plaide pour que ces soldes concernent également les produits de consommation. C'est une doléance que cela puisse s'étendre sur l'alimentation. Pour que 2 fois dans l'année aussi, on dit que le sac de riz qui coûte 15 000 francs est à 7 500 francs. Juste à côté, le directeur du commerce intérieur visite quelques magasins dans le cadre justement de cette période du solde. Après Yopougon, la délégation de la direction du commerce intérieur, conduite par Aimé Cablan-Coisan, s'est rendue dans une autre grande surface de la commune de Marcory, où il a donné les enjeux de cette tournée sur le terrain. Nous invitons l'ensemble des consommateurs ivoiriens à profiter de cette période où vous avez noté avec nous l'ensemble des points de vente que nous avons visités qui offrent des articles de toutes les bourses. Tout le monde est concerné. Rappelons qu'en Côte d'Ivoire, il y a 2 périodes au cours desquelles les magasins peuvent faire des soldes sans autorisation préalable. La première période, c'est du 10 mars au 31 mars et la seconde, du 10 août au 31 août. Plus que quelques jours donc avant la fin de ces soldes. Un mot de politique dans cette édition, le groupement des enseignants mobilisés pour Ado, en abrégé J'aime Ado, est un mouvement politique regroupant les enseignants du primaire, du secondaire et du supérieur, créé pour soutenir les actions du président de la République et du RHDP. La coordination régionale du BAFING de ce mouvement vient d'être investie par le ministre Moussa Sanogo, coordonnateur régional RHDP du BAFING. On fait le point avec FW. Bayoko Vazoumana, professeur d'anglais au lycée gouverneur Aboulaye Fatiga de Touba, est investi en qualité de coordonnateur régional du BAFING du mouvement J'aime Ado. Entendez, groupement des enseignants mobilisés pour Alassane Dramane Ouattara. Un mouvement né pour maintenir et renforcer la mobilisation autour du président Alassane Ouattara et du RHDP. Notre objectif, c'est de soutenir les actions du président Alassane Ouattara, du RHDP et de tous les cadres qui l'accompagnent dans sa quête du développement pour la Côte d'Ivoire à travers tout le pays. C'est un devoir pour nous d'accompagner le président Alassane Dramane Ouattara dans cette aventure exaltante de développement de la Côte d'Ivoire. Et nous ne devons pas rester en marge de cette dynamique qui est fondée sur des valeurs de mérite et d'excellence. Parrainant cette cérémonie d'investiture, le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, cadre de la région du BAFING, a salué l'engagement de ses enseignants. Vous avez décidé de vous mobiliser pour un homme, ça veut dire que vous avez vu en cet homme des qualités dans lesquelles vous vous reconnaissez. Et je pense que l'une des qualités importantes qui est reconnue au président de la République, c'est le travail. C'est un homme travailleur, c'est un homme organisé, c'est un homme qui a de l'ambition pour son pays. Et si vous avez des enseignants qui portent ce type de valeurs-là, et ce sont eux qui sont censés transmettre non seulement le savoir, mais également les valeurs à nos enfants, eh bien, en fait, vous êtes en train de bâtir la Côte d'Ivoire solide et forte des 20 prochaines années ou des 50 prochaines années. Le mouvement J'aime Ado a été créé en septembre 2019. À ces jours, il revendique plus de 3000 membres sur toute l'étendue du territoire national. Un guerrier qui danse et des hommes qui chantent.
Il y a eu fête de génération à Agban village, dans la commune d'Atekoubé. Les fêtes de génération, ces moments riches de symboles. En pays Hatchan, notre reporter Issa Yeo nous apprend que la génération des Blissoué a été initiée à la gestion du pouvoir. C'était en présence du ministre-gouverneur Begré Mambé qui représentait le chef de l'État et les ministres Tchagba Laurent et Arlette Badounguessan. Reportage. Dans 15 ans, la génération Blissoué succédera à celle des Tchagba pour la gestion du pouvoir traditionnel à Agban village, dans la commune d'Atekoubé. Mais pour y arriver, une préparation s'impose. D'où le sens de la fête des générations ou Fatoué chez le peuple Hatchan. La génération Blissoué vient donc d'être soumise à ce rituel. Quand on fait une fête de génération, ça exprime la maturité. Passons de l'adolescence à la maturité. On ne vient pas prendre un pouvoir, mais on vient appuyer nos aînés qui sont en train de gérer les choses du village. Les 4 catégories d'âge qui composent la génération Blissoué, à savoir Blissoué Assoukou, Blissoué Ban, Blissoué Dongba et Blissoué Géou, se succèdent sur la place publique pour une démonstration du rituel initiatique. La fête du Fatoué 2021 est l'occasion pour le doyen des ACO de la génération Blissoué, le ministre Tchagba Laurent, dégrainer quelques doléances des populations. Les parents demandent que vous soyez notre porte-parole auprès du haut-parrain, afin que le gouvernement puisse nous octroyer 200 hectares à lotir pour faire l'extension du village. Aussi, avec l'accroissement rapide de la population, nous souhaitons que le centre de santé du village soit transformé en hôpital général et que vous nous aidez à l'enrôlement des populations afin qu'elles puissent bénéficier de la couverture maladie universelle. En retour, le ministre-gouverneur représentant le président de la République, Alassane Ouattara, assure la population. Pour l'extension du village d'Abidjan-Agban, qui déjà avec cette génération de Blissoué comprend plus de 3500 à 4000 jeunes, les négociations sont très avancées parce que ces négociations ont commencé avec la chefferie d'Oubo et va s'achever avec la génération Tchagba. Robert Begré Mambé invite les jeunes Blissoué à être des acteurs de paix, de cohésion et de développement. Direction à présent Papara, village situé dans le département de Tingrela où des journées socio-culturelles ont été organisées. La manifestation a mis un accent particulier sur la scolarisation de la jeune fille. Le parrain Lassina Ouattara, dit LASPR, a exhorté les parents à scolariser leur fille. On retrouve Issa Yeo. C'est dans une ambiance de fête que les lampions se sont éteints sur les journées socio-culturelles de Papara, localité située au nord de la Côte d'Ivoire, à une trentaine de kilomètres de Tingrela, région de la Bagoué. Cette année, un accent particulier est mis sur la scolarisation de la jeune fille, l'union et la cohésion sociale des cadres de la Bagoué. Soyons solidaires. Vous voyez, aujourd'hui, la solidarité est en train de se dessiner au niveau du Grand Nord. Mais si entre nous, dans nos petits villages, on commence à faire la division, ça ne pourra pas aller. Il faut prier pour le président Ouattara. La solidarité, c'est important pour le président Ouattara. Quand les filles sont ensemble, ils travaillent ensemble, ils développent le pays et la ville. Et vous savez, Papara, les enfants de Papara, soyez ensemble et on va ensemble développer la vie de Papara. Les fils et filles de Papara ont pris l'engagement de protéger et de promouvoir le riche patrimoine ancestral de la chansonnière Senoufo. Connaissez-les, dit Zélé de Papara. Voilà, bercé par le balafon. Direction à présent le Cameroun pour un mot de sport dans cette édition. À l'occasion de son passage à Yaoundé, le COCAN 2023, le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, a rendu une visite de courtoisie à son homologue du Cameroun. Le récit de nos envoyés spéciaux Benson Tiraka et Barnabé Conan.
Le Kokan 2023 est déjà à l'école du Kokan 2021. Pour s'inspirer de l'expérience camerounaise, afin de parfaire la future organisation à l'ivoirienne, une délégation du Kokan 2023 a rendu visite au directeur du tournoi de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera du 9 janvier au 6 février à Garoua, Bafoussam, Limbe, Douala et Yaoundé. Il nous a montré les points critiques, les points aussi de vigilance. Il nous a montré quelle peut être la complexité de l'organisation d'un tel événement, quelles peuvent être aussi les aspérités qui peuvent se dresser sur le chemin d'un comité d'organisation. Tout ça, nous repartons nantis de toutes ces informations. Nous allons restructurer, réajuster tout ce que nous avons préconisé depuis quelques mois. Admirative devant la volonté affichée des Ivoiriens de s'y prendre suffisamment tôt, la partie camerounaise a proclamé sa disponibilité à accompagner la Côte d'Ivoire dans son ambition de relever avec maestria le défi d'une CAN éblouissante. Pas la toute première fois qu'on se rencontre, je pense la deuxième fois, nos différentes commissions techniques ont eu un certain travail, eux. Ça veut dire qu'ils sont conscients de ce qui les attend. Donc nous ne pourrons que les encourager d'aller de l'avant. C'est un pays frère. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Si nous réussissons, s'ils réussissent aussi, ça sera notre plaisir pour que le nord de l'Afrique aille vers l'avant. Après une belle cérémonie du tirage au sort, le Cameroun s'apprête à offrir à l'Afrique une CAN qu'il espère mémorable. Le Kokan 2023 veut en tirer le meilleur. Dans l'actualité internationale en Afghanistan, après leur prise du pouvoir, le dimanche dernier, les talibans ont dit vouloir mettre en place un gouvernement inclusif, tolérant envers leurs opposants. Ils ont également dit qu'ils n'avaient aucune intention de se venger, selon leur porte-parole. Mais sur place, la situation est bien différente. Selon un rapport de l'ONU, les insurgés ont mis en place une traque pour retrouver leurs anciens ennemis. L'insécurité alimentaire ne cesse de croître dans le pays. Et concernant juste ces anciens ennemis, il s'agit surtout de fonctionnaires et soldats afghans, tous ceux qui auront travaillé ou combattu aux côtés des forces américaines et de l'OTAN. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour le flash de 10h, le journal de 13h. D'ici là, Dieu garde la Côte d'Ivoire. Bonne fin de soirée.